Santé au cœur de l'information. Et voici d'abord les titres de cette édition. Le Fonds monétaire international accorde 240 millions de dollars au Togo. C'est pour soutenir le pays dans sa croissance. La directrice générale du FMI a été reçue ce dimanche en audience à la présidence de la République, compte rendu en début de journal. Puis ce dimanche est célébrée la 55e journée des communications sociales. Alors que l'on priait pour les professionnels des médias, l'archevêque de Lomé a invité les fidèles à éviter les manipulations sur les réseaux sociaux et en faire meilleur usage. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le chef de l'État fort Essozi Gnassingbé sera le 18 mai prochain à Paris pour le sommet sur le financement des économies des pays de l'Afrique subsaharienne post-Covid-19. La rencontre est à l'initiative du président français et elle planchera sur une stratégie globale pour renforcer la résilience subsaharienne. Les enjeux de ce sommet avec Kwesa Yonvodevi, directeur de la communication de la présidence de la République. Les économies africaines ont été mises à mal par la pandémie du coronavirus, à l'origine du ralentissement des activités commerciales et financières du monde. Pour remonter la pente, une stratégie de relance économique s'impose, d'où l'importance du sommet de haut niveau qui se tiendra à Paris le 18 mai prochain. Son objectif est de trouver de nouvelles sources de financement pour relancer les économies sur le continent. Plusieurs chefs d'État de l'Afrique subsaharienne, dont le président de la République togolaise, Faure Essozi Gnassingbé, qui séjourne depuis hier à Paris, prendront part à ce sommet sous l'égide du président français Emmanuel Macron. L'on se rappelle que le chef de l'État togolais, depuis le début de la pandémie, il y a un an, a toujours préconisé que des mesures exceptionnelles soient prises pour aider le continent africain à faire face à la pandémie et à trouver par ailleurs des solutions à la lancinante question de la dette qui continue d'être un goulot d'étranglement. Il s'agira à Paris d'examiner des stratégies pour une meilleure restructuration de la dette publique et les réformes nécessaires à la promotion du partenariat public-privé. À l'instar des autres économies sur le continent, l'économie togolaise a été certes impactée par la crise sanitaire, mais a su se montrer particulièrement résiliente avec un taux de croissance de près de 2% contre toute attente. Cette performance est la résultante de la bonne gestion de la pandémie, des nombreuses réformes économiques opérées notamment dans le domaine du climat des affaires sous la haute direction du président de la République. Et justement, le Fonds monétaire international accorde 240 millions de dollars au Togo. L'annonce a été faite ce dimanche par la directrice générale de l'institution. Elle a été reçue en audience par le président de la République. Kristalina Georgieva a donné des précisions dans ce sujet de Kwesa Yonvodevi que nous vous proposons de suivre. Le Togo, comme tous les autres pays du monde, a subi le contre-coup de la pandémie du coronavirus. Mais malgré les effets néfastes de la crise sanitaire, le pays a réussi à maintenir le cap de la croissance. L'on se rappelle que ces dernières années, le Togo, sous le leadership du chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, a initié de multiples réformes structurelles audacieuses de son économie pour une meilleure attractivité du pays. Ces efforts qui ont donné à l'économie togolaise une base solide sont vivement appréciés par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, au cours d'un entretien que le président de la République lui a accordé cet après-midi à Paris. Son institution, le FMI, décide d'accorder 240 millions de dollars au Togo. Since we last met, the world went into a dramatic crisis. We work very closely in strong partnership to overcome it. We discussed the substantial. Le Togo s'est montré efficace dans la gestion de la crise. Nous avons travaillé conjointement en partenariat fort pour la vaincre. Nous avons discuté des efforts tangibles fournis par le gouvernement en apportant de l'aide aux populations. Nous avons également discuté des innovations opérées dans l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadrage. Nous avons discuté de notre soutien financier significatif de la République togolaise au cours de cette crise et surtout pour le retour à la normale. It is a summit that is a call for action.
We must all C'est un sommet, mais step aussi up un appel pour des the actions. countries Nous devons themselves conduire les pays mêmes by à aller de l'avant moving dans les forward réformes dans le but with de renforcer leur communauté reforms to locale au strengthen travers their des soutiens economies, financiers importants. and the Nous devons international favoriser un community meilleur by investissement du secteur privé en significantly Afrique. increasing En matière de soutien financier, financial nous avons support, fourni durant ces dernières making années it plus de possible 13 for fois en private moyenne sector ce investment qu'on to faisait flow en moyenne more d'années into il y a des décennies. Africa. The Maintenant, IMF is nous doing venons en aide its à nos part. membres avec un soutien We impressionnant de have 650 provided milliards de over the dollars. last year Dans le cadre du Togo, cela se 13 traduit en times une more entrée de finance. 240 In the millions de case of dollars dans les Togo, réserves this pour would pouvoir aider le pays translate à s'en into sortir. $240 million into the reserves of Togo, helping the country to meet pressing needs. Le chef de l'État togolais, Faure Essozinam Gnassingbé, a exprimé à la directrice du FMI sa reconnaissance pour l'appui que son institution ne cesse d'apporter au Togo. Yawa Djigori Tchegan était samedi à l'investiture du président Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. Le président reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. La présidente de l'Assemblée nationale y représentait le chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel en présence de nombreux chefs d'État, de gouvernement et d'autres institutions africaines. Les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage de Prudence Zissou. C'est une cérémonie solennelle qui marque le début d'une nouvelle ère de développement de Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh inaugure un nouveau quinquennat à la tête de son pays suite à sa réélection le 9 avril dernier. Une cérémonie riche en couleurs. Parmi les délégations de chefs d'État et de gouvernement et d'institutions conviées à cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigori Tchegan, qui représentait le président de la République, Faure Essozinam Gnassingbé. Devant le Conseil constitutionnel et le peuple djiboutien, Ismaël Omar Guelleh s'est engagé à poursuivre l'œuvre de construction d'un Djibouti émergent, une construction axée sur une croissance durable. La paix, la stabilité, la concorde civile et la sauvegarde des valeurs républicaines font partie de ses priorités pour ce nouveau mandat. Dans son discours d'investiture, le président djiboutien a salué la mise en place de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, un grand marché unique de plus d'1 milliard d'habitants qui reçoit également une forte adhésion du chef de l'État Faure Essozinam Gnassingbé. Pour Ismaël Omar Guelleh, l'Afrique est le continent de l'avenir et il revient aux Africains de transformer cette perspective en réalité. Le président djiboutien et le chef de l'État togolais partagent les mêmes visions de paix et de sécurité sur le continent. Ismaël Omar Guelleh a salué les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix au Sahel. On comprend dès lors la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigori Tchegan, à cette cérémonie d'investiture au cours de laquelle elle a transmis les chaleureuses félicitations du président de la République, Faure Essozinam Gnassingbé, à son homologue djiboutien pour sa réélection. Du haut de la tribune, le président Ismaël Omar Guelleh a affirmé sa détermination à agir ensemble avec les Djiboutiens pour consolider la République, agir pour se débarrasser du fardeau de la pauvreté, agir pour l'émergence de Djibouti.
Et retour au Togo pour parler agriculture. Les acteurs engagés dans la production de soja bio des préfectures d'Anié, Est-Mono et de Logou ont reçu leur stock de semences certifiées. Cela marquait ainsi le début de la campagne 2021-2022, campagne menée par la GICAT, qui est une des entreprises partenaires du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. On fait le point de l'activité avec Sylvain Aboudou. 600 tonnes de semences de soja biologique certifiées pour 20 000 hectares emblavés par 13 000 producteurs au cours de cette campagne agricole 2021-2022 officiellement lancée à travers la distribution des semences aux producteurs. Des producteurs dont certains évoluent individuellement et d'autres en coopérative. Les semences certifiées vont leur permettre de s'assurer de la sécurité des graines pour davantage booster le rendement. Il y a certaines semences, quand vous les avez, quand vous mettez en terre, quand vous faites la mise en terre, vous ne retrouvez pas le résultat escompté. En utilisant les semences certifiées, ils ont déjà eu 40% de la réussite de leur production. Et quand ils l'utilisent, ils auront les rendements plus élevés que les semences graines qu'ils utilisent. Cette démarche de la GICAT, jonction de croissance agricole au Togo, consiste à expliquer aux producteurs le bien fondé et l'importance des semences certifiées en matière de production et surtout mettre la différence entre la graine ordinaire et la graine sélectionnée qui dispose d'un potentiel de production. Nos producteurs à la base manquent d'informations. L'information en termes de choix des semences. Or, le choix des semences est un critère fondamental pour des bonnes récoltes. Pour avoir un bon rendement, il faut nécessairement une bonne semence. Puisque si tu n'as pas une bonne semence et que tu investis dans la production, tu risques d'avoir un rendement qui, au finish, te donne un compte négatif pour mieux rentabiliser ton exploitation. Les producteurs travaillent dans le contexte du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAEJ SP, un projet du gouvernement pour accompagner les jeunes primo-entrepreneurs dans les différentes chaînes de valeur agricole. Des explications ont été également fournies en ce qui concerne la relation qui existe entre les trois entités, c'est-à-dire l'entreprise, les producteurs et le PAEJ SP en matière de contrat de partenariat. Nous avons plusieurs maillons et donc il y a un contrat qui lie tous ces maillons-là pour assurer la pérennité du partenariat. Et dans ce contrat aujourd'hui, la GICAT a essayé d'expliquer à fond les responsabilités de chacune des parties et surtout le respect des engagements contractuels qui constituent le gage de la pérennité de ce partenariat. La distribution des semences a été effectuée dans chaque localité, notamment au Gou, à Niès, Tomono, zone où intervient la GICAT pour mieux se rapprocher des producteurs, comme ce fut l'implantation de cette unité de coordination ici à Moritan, où les producteurs peuvent venir s'informer. Dans Sylvain de Moritan, on met le cap sur Palimé pour parler de cette sensibilisation sur la prise en charge et la prévention de la tuberculose faite à l'endroit des journalistes. C'est l'objet donc d'une session de formation. La formation est organisée, je voulais dire, par le Programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires. La rencontre s'inscrit dans l'objectif zéro tuberculose d'ici à 2035. Olive Seonou nous donne des précisions sur cette rencontre. Son sujet est présenté par Dodo Ouaré. Pas de répit en matière de lutte contre la tuberculose. Les journalistes sont impliqués dans ce combat. Une vingtaine sont formés à Kbalimé pour servir de relais d'information afin d'atteindre le maximum de citoyens. Les professionnels des médias de la zone septentrionale ont suivi également la même formation. Les gens ne connaissent pas, ne savent même pas que ça existe encore dans nos communautés. Donc nous avons voulu passer par les journalistes pour porter l'information, pour nous aider dans la sensibilisation de nos populations. Cette formation se fait sous le financement du Fonds mondial, qui est un partenaire pour les trois grandes maladies, la tuberculose, le VIH et le paludisme. La maladie prend une allure inquiétante au Togo selon les spécialistes. Le programme national de lutte contre la tuberculose compte atteindre zéro tuberculose d'ici à 2035. Chaque année, on dépiste entre 2500 et 3000 cas de tuberculose. Mais l'année passée, nous avons dépisté 2383 cas. Et parmi les 2383 cas, nous avons
pu avoir 15% de tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire, c'est celle-là qui est logée dans le poumon, qui contamine au moment où on tousse. Le programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires se fixent pour objectif de venir à bout de la maladie d'ici au plus 14 ans. En cas de toux ou d'éternuement répétitif, il est recommandé de se faire consulter. Le traitement est totalement gratuit dans tous les centres de prise en charge au Togo. Et si l'on faisait un peu l'histoire du peuple Guin, l'histoire de la ville d'Aného? Alors le trône royal Adjigo est allié, le trône fondateur de la ville d'Aného justement a animé hier samedi une conférence échange sur l'historique de cette ville et les mouvements migratoires du XVIIe siècle qui ont peuplé l'espace Guin-Mina. Alors 2 thèmes ont été abordés au cours de la rencontre, à savoir l'histoire des 2 trônes à Aného et la sauvegarde de l'identité Mina. À travers cette rencontre et ces communications, les dignitaires du Palais Royal ont voulu recadrer l'histoire de la ville et réaffirmer leur identité socio-culturelle linguistique. Robert Potogbe et Lia Agbanyadao pour le compte-rendu des échanges. À la deuxième moitié du siècle, le Fanti Kwamdessou, le premier roi des Mina, parcourait les rives du Petit Popo à la recherche des produits halieutiques. En 1666, il quittait Elmina pour y s'installer définitivement pour fonder Aného. 350 ans après, et face aux désinformations, un devoir de mémoire s'impose. Les dignitaires du 15e trône royal, des Adigo et alliés, revisitent l'histoire et tentent d'établir la vérité. C'est Kwamdessou, de son vrai nom, Kwamina Densou, qui est le fondateur de la ville d'Aného. Le 2e trône est arrivé dans la 2e moitié aussi du 19e siècle. Donc il y a près de 155 ans entre les 2 trônes. Les Fanti, qui sont nos ancêtres, avaient une spécificité, c'est eux qui transbordaient les bateaux au large depuis 1475 avec les Portugais, ensuite avec les Hollandais. Donc ils faisaient ce trafic de Elmina jusqu'à Badagry au Nigeria. La sauvegarde de l'identité culturelle des Mina préoccupe aussi le trône royal dans cet espace Guin, Mina et des plats d'Agbanakin. La spécificité des Fanti, que les Portugais appelaient Mina et que les gens d'Accra appelaient Ané, ce qui va donner le nom à Aného. Nous, c'est Kwamvi, Kwamba, Arliba, Arli, Oriniko, etc. Et les Guins, c'est Folie, Ayele, etc. Donc, il n'y a pas de méprise à faire. Quand je dis Kwakuvi, Kwamvi, vous savez tout de suite que je suis Adjigo, Fanti, Mina, Ané. Nous voulons tout simplement qu'on nous le reconnaisse et que nos descendants ne perdent pas d'où ils viennent. Les Anais ou les Mina se distinguent aussi par leur fête traditionnelle, Bakatu Anezan. L'espace géographique Guin-Mina a été concédé, selon les dignitaires et historiens, par le royaume des Agbanakin au Guin en 1663, installé à Glidi, et en 1666 au Mina, installé à Aného. Aujourd'hui, la dynastie des Kwamdessou est à 355 ans de règne et le trône est assuré par Sa Majesté Nana Ané Oriniko Kwamdessou XV depuis 2012, basé à Nglessi. Et voilà qu'on en sait un peu plus. Et dans le reste de l'actualité ce dimanche soir, nous avons voulu jeter un regard sur la nature des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. Bien évidemment, les liens ne sont plus aussi étroits. Néanmoins, le divorce chaotique, vous le savez, a pu être évité par un accord conclu entre les 2 parties après un parcours assez laborieux. Alors comment entrevoit-on désormais ces relations entre Britanniques et Européens? L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Joachim Tasso Villalonga, a donné des éléments de réponse dans ce sujet de Yata Aratem. C'est fini. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne
le 31 décembre 2020 à minuit. Une rupture historique entre les deux zones économiques scellée par l'adoption d'un nouvel accord commercial post-Brexit. Le Royaume-Uni cesse ainsi d'appliquer les règles européennes. Il quitte le marché unique européen, l'union douanière et le programme d'échange d'étudiants Erasmus. En la fête de l'Europe le 9 mai, Joaquin Tasso Villalonga, ambassadeur de l'Union européenne au Togo, s'exprime sur cette rupture. Le divorce est un événement triste. Ça a été un traumatisme, mais qui finalement s'est assez bien passé. Ça a aussi été une opportunité pour les Européens de montrer aussi les rattachements et combien c'est important pour l'Union européenne. Et on a eu heureusement des négociations qui ont abouti à un nouveau traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui nous permettra de continuer notre relation. Le Royaume-Uni sera toujours notre voisin, notre ami. On partage des valeurs, mais on partage aussi des intérêts communs dans la lutte, par exemple, contre la Covid, mais aussi dans la paix, dans la sécurité, dans beaucoup de domaines où le Royaume-Uni et l'Union européenne restent toujours exactement sur les mêmes longueurs d'onde. Donc on regarde vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Ce n'est qu'un au revoir puisque le nouvel accord de commerce et de coopération entre les deux parties est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Cet accord couvre les échanges de biens et de services, mais aussi un large éventail d'autres domaines, entre autres investissements, concurrence, aide d'État, fiscalité, transport, énergie, environnement, pêche, protection des données. Il établit également un nouveau cadre de coopération policière et judiciaire. L'accord sera piloté par un comité mixte où siégeront les deux parties. Les modalités de la relation pourront être revues et amendées tous les 5 ans. Pas de répit dans les affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas. Nous sommes au Proche-Orient. Les violences se poursuivent de plus belle depuis une semaine dans la bande de Gaza, à Jérusalem, la capitale, et dans les autres villes mixtes. Le bilan humain, matériel et des déplacements massifs des zones de guerre sont considérables. Les soutiens des deux côtés se multiplient aussi et la communauté internationale se mobilise pour le retour au calme. Robert Potogbe, Yatar Atem. Depuis vendredi 7 mai, le Proche-Orient est plongé dans une escalade de violences meurtrières. Et c'est notamment l'incursion de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées et la riposte des jeunes palestiniens qui a exacerbé les tensions. Les frappes aériennes de l'armée israélienne à Gaza tirent de roquettes du Hamas contre le territoire de l'État hébreu. Les affrontements se poursuivent dans l'enclave palestinienne. 4 jours après le début de l'escalade, le bilan est lourd. 8 morts en Israël, plus de 120 morts à Gaza, où la situation est dramatique. Jeudi, des groupes armés ont à nouveau tiré des roquettes depuis la bande de Gaza, tandis que l'aviation israélienne a poursuivi ses bombardements des sites du Hamas avec 160 avions qui ont tiré 450 missiles contre 150 positions de riposte militaire arabe. Des centaines d'habitants palestiniens ont dû rapidement fuir leurs maisons et rejoindre les abris de fortune pour échapper aux frappes. Dans le même temps, des violences intercommunautaires ont éclaté dans plusieurs villes mixtes. Près de 1000 policiers des frontières ont été appelés en renfort. Ces affrontements plongent le pays dans le chaos. L'état d'urgence a été décrété à Lod avec un couvre-feu nocturne mis en vigueur. Face à ces nouvelles émeutes, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a reçu le feu vert pour mobiliser près de 7000 réservistes au besoin. Devant l'intensification des combats et surtout l'absence de signes d'apaisement, les réactions internationales se multiplient. L'ONU, craignant une dégénérescence, a tenu déjà une 3e réunion d'urgence. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit très inquiet. L'Allemagne a affirmé le droit d'Israël à se défendre face aux attaques du Hamas, alors que la France a appelé les États-Unis à s'impliquer dans le règlement du conflit. Londres, Moscou et Ankara ont exprimé leurs profondes préoccupations et appelé les deux parties à la retenue. Ailleurs et au Togo, ce dimanche était la 55e journée des communications sociales autour du thème « Viens et voir ». En ce jour où l'Église a invité à prier pour les professionnels des médias
L'archevêque de Lomé, en une messe célébrée à la paroisse Marie-Théotokos d'Agonivé, a exhorté les fidèles à faire meilleur usage des réseaux sociaux pour apporter la vérité au peuple de Dieu. Yatar à thème compte rendu. Les bras chargés d'offrandes, ils avancent vers l'autel de Dieu dans la joie et l'allégresse. C'est la célébration de la Journée mondiale des communications sociales, une occasion pour réfléchir aux enjeux d'une communication fidèle à l'enseignement de l'Église et respectueuse de la dignité humaine. Et en ce jour, les membres du bureau de l'Union catholique de la presse UCAP Togo sont renvoyés à leurs fonctions. L'Église, en nous offrant cette journée, nous rappelle notre devoir de communicateur. L'Église veut que nous marchions dans les pas du grand communicateur, le communicateur par excellence, Jésus. Le journalisme, c'est et la passion, mais aussi il y a l'enjeu du zèle, d'informer. Nous allons apprendre à les faire ensemble, à partager pour que, à travers nos plumes, nos caméras, à travers nos micros, nos papiers, on sente que nous sommes chrétiens, mais nous faisons une profession noble. En somme, nous allons le faire de façon professionnelle et de façon chrétienne, catholique. Au cours de son homélie et citant le Saint-Père, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant a relevé la place de la communication dans la société, ceci à travers le thème « Viens et vois ». Le pape met en garde contre 3 types de dangers qui menacent les communicateurs. Le premier danger, c'est les informations préfabriquées. Malheureusement, dit le pape, il y a des agences qui, derrière les écrans des ordinateurs, fabriquent des informations. Le deuxième danger, c'est ce que le pape appelle les informations photocopies ou encore les journaux photocopies. Bien souvent, lorsque nous recevons une communication qui ne provient pas de nous, nous nous chargeons en même temps de la diffuser, cette communication. Et le pape, en un troisième temps, parle aussi de l'Internet, qui est un moyen fabuleux nous permettant de connaître beaucoup de choses. Mais à ce propos, le pape insiste pour qu'on ne se laisse pas manipuler. Le pape demande que les communicateurs soient au service d'abord de la vérité, ensuite de l'unité, au service aussi de la paix sociale et au service de l'amour. Instituée par l'Église catholique à l'issue du Concile Vatican II, la journée des communications sociales est une prise de conscience des enjeux de société que représentent les moyens de communication de masse. Et l'on ne saurait finir sans faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour de dimanche 16 mai 2021, donc, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 275, 10 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 897, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 1253. Le nombre de décès est de 125. Le communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mujiawa. Et juste rappeler que ce lundi 17 mai 2021 commence au Togo la phase d'administration de la 2e dose du vaccin AstraZeneca. Les officiels ouvrent le bal, le personnel soignant recevra sa dose entre le 19 et le 21 mai sur tout le territoire, sur les mêmes sites qui ont servi au premier tour de vaccination. Et toutes les autres personnes ayant déjà reçu la première dose, eh bien, ces personnes seront situées par un chronogramme qui sera communiqué ultérieurement. Avoir donc sous la main la carte de vaccination qui a été délivrée à la réception de la première dose du vaccin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.